Bonjour Mohamed Al-Amroui, merci d'avoir accepté de cette petite interview. Nous sommes à 7 et tu es invité, comme on dit, de poètes marocains et français, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, comment tu as commencé la poésie? J'ai commencé il y a longtemps, il y a bien longtemps. Comme la plupart des poètes, je dis la plupart, il y en a qui rencontrent la poésie assez tard. Moi, je l'ai rencontrée assez tôt, à l'âge de, je veux dire, 13 ans. Mon frère écrivait déjà de la poésie, il en écrit toujours, il en publie au Maroc, qui s'appelle Ahmed El Amroui. Et mon autre frère qui est décédé maintenant, qui s'appelait Ilyas Driss, c'était son nom d'emprunt, on va dire. Donc mes sœurs aussi écrivaient, donc voilà. Mon père, je ne sais pas s'il écrivait, mais en tout cas il avait beaucoup de livres. Ma mère était analphabète, mais on racontait plein d'histoires. Et donc, mais il y a quelque chose, je crois, d'assez important, de décisif, c'est la voix des poètes. Moi j'ai rencontré la poésie par la voix, plutôt que par le livre. J'écoutais la poésie dite par mon frère, par ses amis. Et puis mon frère avait des cassettes audio. On avait plein de poètes arabes qui lisaient leurs poèmes. Et il y avait notamment, bien sûr, ce grand poète arabe palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui avait une très belle voix, qui m'a beaucoup influencé. Et c'est vraiment par la musique de cette langue-là que j'ai commencé à lire, à écrire de la poésie, au début juste par imitation, et après c'est devenu aussi par désir, voire même par besoin. Et premier poème, premier recueil publié? En arabe ou en... Ouais, alors le premier poème, je m'en rappellerai toujours. C'est un tout petit poème très romantique qui commençait par quelqu'un qui marche dans la rue, c'est dans la pénombre, tristement. Donc ça commence par je marche et la rue est longue, etc., etc. Mais par contre, ma première publication remonte au Maroc dans un journal qui s'appelle Al-Alam Al-Thaqafi. Et en France, ma première publication dans une revue qui s'appelle Les Cahiers de Poésie Rencontre, grâce à un poète à qui je peux rendre hommage aujourd'hui, qui s'appelle Marc Porco, un très bon poète français qui connaît très bien la poésie italienne et sarde, ils l'ont traduit. Il dirigeait cette revue-là et il m'a publié en 89 ou 90. Mon premier recueil, c'est 97, il s'appelle La Lune, les divisions. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Oh là là, il y en a énormément. La liste pourrait être trop longue. Parce qu'il y a un mélange en fait entre d'abord les poètes arabes, enfin les poètes arabophones on va dire, et les poètes français ou traduits de toutes les langues. Puis les poètes anciens et aujourd'hui, je crois que je citerai juste comme ça de manière un peu hasardeuse. Les anciens, il y a les poètes pré-islamiques, Taraf ibn al-Abd, Imraoul Qais, Antara, tous ces grands poètes du 5e siècle qui ont bercé ma mémoire. Après, il y a des grands poètes du 8e siècle comme Al-Mutanabbi, puis il y a d'autres, Al-Mahari. Après, au 12e siècle, en Andalousie, et les contemporains, bien entendu. J'ai vécu beaucoup adolescents avec la poésie de Mahmoud Darwish, le poète palestinien, d'Adonis, de Mamdouh Oudouin, de Mozaffar Nouab, Nizar Qabbani, etc., tous ces poètes arabes. Et en même temps, j'ai commencé à lire des traductions de Rimbaud, de Walt Whitman, de Ritsos, traduits par des poètes aussi, par un grand poète irakien qui s'appelle Saadi Youssef. Et puis, il n'y a pas que la poésie, la prose aussi m'a beaucoup influencé, les romans, la philosophie, il y a énormément. Et Adonis, ce poète-là libanais, qui vit en France, avait traduit aussi un grand poète très difficile à traduire, Saint Jean Perse, qui m'avait aussi
sidéré au début, et je l'ai bien sûr relu après en français directement. Il m'avait pas mal influencé au début. Maintenant, je n'écris pas du tout de cette manière-là, mais je veux dire, ça m'avait marqué. Donc la liste est trop longue et il faut en parler pendant des heures et des heures de chaque poète, en fait. C'est très difficile. En fait. Tout à l'heure, comme tu avais dit une petite anecdote à propos de poètes arabes Oui. qui demandaient. Je crois que ça tombe exactement pour cette question-là. Peut-être si tu peux dire cette... Ah oui. C'est une anecdote. On raconte que le poète Abou Nouass, un poète du 8e, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dire j'aimerais bien devenir poète parce que la poésie était très, très reconnue à ce moment-là. Et puis il y avait des mécènes, les sultans, les ministres, etc. Ils pouvaient demander à un poète de venir dans leur cours et de rester juste à écrire de la poésie. Ils sont nourris, logés, on va dire. Et ce poète-là, donc, il lui dit, il lui répond que pour devenir poète, il suffit d'aller apprendre par cœur, on va dire 10 000 poèmes ou 10 000 vers ou quelque chose comme ça, sachant que la mémoire était très, très solide à cette époque-là. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui encore, des gens qui apprennent des poèmes longs de 600 vers, le Coran tout entier, etc. Donc c'était pas non plus quelque chose de très difficile. Et c'est ce qu'il fait, donc il revient 2 ans, on va dire, par exemple, et il lui dit voilà, il commence à réciter, et Abou Nouass lui dit stop, maintenant il faut aller les oublier complètement. Donc étonné, il lui fait confiance, il cherche d'autres boulots qui n'ont rien à voir avec la poésie. Et il revient pour lui dire voilà, je crois que j'ai presque tout oublié. À chaque fois, il me reste que quelques vers. Quand je commence un vers, il est troublé et j'arrive pas à le reconstruire, etc. Et là, l'autre, il lui dit, Nouass qui lui dit maintenant tu peux commencer à écrire parce qu'on écrit toujours à partir du reste, de ce qui nous reste à faire. Donc voilà, j'ai trouvé cette anecdote pas mal pour dire qu'on écrit toujours à partir de quelque chose, à partir de ce que notre mémoire intègre, intériorise. C'est presque un inconscient en fait, d'image qui se recompose un peu comme le rêve, le verbe, rêve, pardon. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et ou arabophone? Écoutez, qu'est-ce que je pense? C'est difficile de dire, de résumer en quelques mots le paysage poétique qui est très éclaté. Oui, je dirais que de toute façon, la poésie très ouverte est très, très éclatée. En fait. On le voit déjà ici au Festival de Sète, entre les poètes sonores, les poètes lyriques, les poètes un peu dans quelque chose de très succinct, une économie sur les mots. Je crois que la poésie, c'est ça, il n'y a pas de chapelle. J'ai écrit un long poème dans mon dernier livre qui s'appelle Pièce détachée d'une charrue, où je parle de la poésie, ce que c'est que la poésie dans sa définition-là. Et tout ça pour dire ironiquement que la poésie, c'est toutes les définitions possibles qu'on essaie de lui donner. Elle est la chose et son contraire en même temps. Voilà. Elle est la voix, elle est le sens, elle est le quotidien, elle est le mystère, il n'y a pas de chapelle en tout cas. La traduction. C'est un immense chantier. J'ai commencé à traduire juste par amour en fait de la poésie et de la rendre visible. J'ai traduit des poètes marocains, des palestiniens, irakiens, syriens. Et la traduction nous révèle le poème d'une certaine manière. C'est en traduisant qu'on commence vraiment à saisir un peu le sens ou la multiplicité des sens cachés. Même le poème le plus simple, quelquefois, on découvre qu'il y a par exemple une possibilité de traduire de 2 ou 3 façons la formulation.
formulation, on se casse la tête, on s'arrache les cheveux pour trouver vraiment cette justesse-là dans la formulation. Et traduire, c'est écrire aussi d'une certaine manière. C'est pareil écrire, je ne dirais pas ça, mais c'est aussi une écriture parce qu'on n'arrête pas de chercher quel est le mot le plus juste, chercher dans les dictionnaires, chercher l'essence possible, qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand le poète est vivant, on peut lui poser des questions, on a quelquefois des échanges incroyables sur tel mot, telle formulation. Je crois que et on fait ça quand on écrit directement. On traduit quelque part en fait quelque chose qui est en nous, mais en cherchant aussi, en faisant des ratures en fait, chercher rien que les synonymes, rien que trouver le mot le plus juste, les nuances, etc. C'est d'une certaine manière une traduction. Mais en tout cas, la traduction d'une langue à l'autre, quelquefois nous révèle le sens, nous révèle même quelquefois la faiblesse d'un vers. Il m'est arrivé qu'un poète me dise ce poème-là est inédit, je vais peut-être reconstruire en fait ce poème-là parce que là ça va pas. Et finalement on lui pose des questions sur une contradiction qu'il y a par exemple sur le fil conducteur des poèmes. Tu dis ça mais en même temps il y a quelque chose, ça se contredit et c'est en traduisant qu'on voit ça, alors que qu'en le lisant juste comme ça on passe à côté de ce genre de nuances. Comment tu écris tes poèmes construits? Est-ce que tu as une approche poétique? Non, je crois que... Oh là là, j'allais dire que ça vient comme ça, mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est une opération assez compliquée dans le sens où à la fois il y a des choses, on a l'impression qu'on construit bien nos poèmes, le sens, on n'a pas envie que ça soit n'importe quoi. Et souvent il y a des choses qui nous échappent. Quand je dis, c'est pas le mystère un peu métaphysico, mystico, etc., enfin artificiel. Non, c'est simplement que quelquefois on redécouvre le poème après quelques jours d'avoir écrit et quelquefois on ne comprend même pas ce qu'on a écrit parce qu'on l'a écrit dans des circonstances bien précises et du coup on retravaille. Alors, je retravaille pas mal mes poèmes. Avant, je commençais d'abord par essayer d'obscurcir, par souci d'être original, d'être un peu, de ne pas d'écrire quelque chose de presque nouveau, etc. Donc on était presque à la limite du lisible. Et petit à petit, on va vers quelque chose aussi un petit peu qu'on peut quand même malgré tout saisir. Et je crois qu'on est dans cette intersection entre les deux, entre le lisible et le presque illisible. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les hommes, pour les gens, pour les autres? Oui, je dirais oui, dans le sens vraiment large, pas au sens simplement de du poème écrit. Le poétique en général, c'est quelque chose qu'on recherche en fait tout le temps. Enfin, tout le monde, il y a une esthétique de l'existence. C'est une formule que j'ai trouvée chez Michel Foucault. Et effectivement, enfin, quand on s'habille d'une certaine manière, enfin, c'est un langage vestimentaire qui est poétique. Quand on prend une photo, parce qu'il y a un angle précis, c'est cette poésie-là en fait qui nous poursuit tout le temps, enfin, qui est une nécessité. Après, l'écriture de la poésie en tant que telle, c'est une nécessité pour moi, en tout cas, oui, c'est un besoin, c'est un désir, c'est à la fois un besoin, un désir, une nécessité, même s'il y a des nuances entre ces trois notions-là. Pour tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, ça permettrait, en tout cas, de voir le monde autrement et d'être
d'être en paix au sens simplement contre la haine, contre ce qui détruit le monde. Ça c'est sûr, ça pourrait nous sauver, ça pourrait. Je ne suis pas sûr encore que l'être humain est sensible complètement à la poésie. La preuve, c'est que dans pas mal de pays, les poètes sont condamnés à mort, quelquefois sont assassinés. Les poètes, on dirait, font peur aussi, parce qu'ils sont contre la destruction du monde. Tu es en France depuis longtemps. Oui, depuis 1980, fin 88. Voilà, moi je dis toujours 89, mais en fait je suis arrivé en octobre 88. Oui. Et en fait, pour quelle raison tu es venu en France? Est-ce que tu te sens comme une poète exilée ou non? Ou je ne sais pas comment ce déménagement, comment on dit, comment ça reflète sur ta poésie, dans ta poésie? Oui, donc, enfin, moi je fais partie de cette génération d'étudiants en fait, qui sont venus pour continuer leurs études, tout simplement. Hein. Moi je faisais des études de linguistique en langue française, au département de la langue française à Fès, au Maroc. Et je suis venu ici, à Lyon, pour continuer mes études sans avoir l'intention de rester. Je suis resté aussi parce que j'ai rencontré une femme. Je partage ma vie encore aujourd'hui, qui j'ai fait aussi des livres. J'ai eu des enfants et du coup je suis resté, mais la poésie y était pour quelque chose parce que, comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec le poète Marc Pourcou et les cahiers de poésie rencontre, qui était une revue, était vraiment aussi décisive. C'est-à-dire que je suis rentré dans le cercle, le réseau de la poésie. J'ai commencé à faire des lectures à voix haute et je suis donc resté là-dedans. J'ai habité d'une certaine manière la France par sa langue, en poésie. J'ai habité en poésie la France, littéralement, hein, vraiment, parce que j'ai commencé à écrire de la poésie en français quand j'étais au Maroc. Je suis revenu ici, j'ai continué et j'ai fait des publications. Voilà, Sioran disait on n'habite pas un pays, mais on habite une langue. Et j'habite les deux langues encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis resté, je reste encore, je fais ma vie ici, mais n'empêche que le Maroc c'est juste à côté, donc j'y suis aussi. Hein, tout le temps un va-et-vient entre les deux langues, entre les deux géographies, entre les deux pays. Ce sont deux nécessités qui créent une nécessité commune, on va dire. Voilà. J'ai besoin de ces deux-là, de moi-même. Est-ce que tu participais aussi au marché de poésie de temps en temps à Paris? À Paris, souvent avant, moins maintenant, mais j'y allais tu peux donner chaque année. quelques impressions de ça, parce que j'ai encore une série à propos de cette question. Moi j'adore ce moment-là où on découvre énormément d'éditeurs de poésie, de très belles éditions, presque cachées, comme commercialement, il ne peut pas être trop visible. Et c'est vraiment au marché de la poésie qu'on les découvre. On rencontre des poètes, on rencontre des gens amoureux de la poésie. Et cette belle place à Saint-Sulpice, c'est vraiment quelque chose de très beau et de nourrissant, c'est sûr. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Oui. Bon, je vais lire des poèmes extraits de Des moineaux dans la tête, à Safir Ferras, chez l'éditeur Jacques André. أقول ربما الفكر أقول ربما الفكر مثل الجرح أقول ربما الفكر مثل الجرح الذي أراه على الجدار كل صباح يزداد حجم شفتيه انتفاخا وأحيانا تسيل بين أسنانه كلمات لم تعتدها عيناي تسيل حتى قدمي وأرسم بقدمي خطوطا هيروغليفية تجدد معانيها كل يوم أقول ربما الجدار لا يوجد إلا داخل نفسي أقول الجدار جدار نفسي أو مرآة تخرج منها كلمات لتتحول إلى واقع زئبقي فكرة الجدار
لا وجود ولا جدوى لها إلا بفضل الجرح الذي تخرج منه الكلمات. أقول ربما je dis peut-être la pensée est comme la blessure. Je dis peut-être la pensée est comme la blessure que je vois sur le mur. Chaque matin, le volume de ses lèvres grossit et quelquefois des mots que mes yeux n'ont pas l'habitude de voir s'écoulent entre ses dents jusqu'à mes pieds. Mes pieds dessinent des traits hiéroglyphes qui renouvellent leur sens chaque jour. Je dis peut-être, le mur n'existe-t-il qu'en moi-même. Je dis le mur est le mur de moi-même, ou un miroir d'où sortent les mots pour se changer en un réel mercuriel. L'idée du mur n'a d'existence et d'importance que grâce à la blessure d'où sortent les mots. Je dis peut-être. Donc un extrait de ce livre, Pièces détachées d'une charrue, chez les éditions Pleine Page. Métaphysique du sépia. J'ai étalé plusieurs choses sur le sol du salon pour les ranger, lettres administratives, magazines, flyers de spectacles, livres et autres trucs anodins. Et j'ai vu soudainement 3 choses se démarquer, alignées en 3 colonnes. Et je les ai rapprochées, je les ai regardées attentivement, ressentant une inquiétude et une mince lueur mélancolique dans les yeux et la mémoire. D'un côté, première colonne, une photo sépia sans date. Ma mère sur la terrasse, le regard grave, les rides sur le front, crée une fente qui rejoint la ligne des boutons en soie tressés, descendant le long de son cafetan. En arrière-plan, du linge sèche sur le fil, des terrasses se superposent et s'étendent jusqu'à friser le mont Zalar, rompu par des minarets érigés vers le ciel gris. De l'autre côté, deuxième colonne, un papier fin jauni, tableau carré, encre sépia en verticale, horizontale et diagonale, nom excellent de Dieu, nom d'ange, de prophète et de roi de djinn, signes et chiffres en guise d'amulette de la main de mon père. Le cadre est entouré d'hémistiches, chacun sur un côté, langue étrange, familière et inquiétante. Un peu plus loin, troisième colonne, os de sèche, aussi de sépia, de Eugenio Montale. J'ai inséré machinalement la photo de ma mère à la première page du livre de Montale et mis le papier de mon père à la dernière page. Puis, de peur que cela ait une signification sinistre, je les ai réunis et j'ai ouvert au hasard une page au milieu pour les replacer ensemble. C'était une page cornée qui disait « Homme attentif qui regarde en lui-même, en autrui, l'effervescence de la vie fugace, homme qui tarde ». J'ai guetté les jours suivants des signes dans ma vie pour comprendre ces coïncidences exagérées. Mais chaque fois qu'une chose arrivait dans un sens, une autre venait la contredire et changer son point de fuite. Mon père était déjà mort, la tête écrasée par le poids des livres de sa bibliothèque. Ma mère était déjà morte, sans savoir lire et écrire. Le livre de Montale ne disait rien d'autre que la vie fugace. Et petit à petit, le mystère disparaissait. Et j'avais le sentiment d'être passé à cause de quelque chose que je n'ai pas pu saisir, que la vie était déjà passée et qu'il ne restait peut-être d'elle qu'une vieille photo, et que l'encre avec laquelle s'écrit le carré magique ou le poème est comme celui de la sèche. La sèche projette son nuage d'encre d'un coup et l'embrouille ainsi et dissimule avant de prendre la fuite. Sur la table, la petite corbeille d'abricots avait un atout majeur contre le discours du ministre à la télé. J'ai pensé, un seul noyauture, une seule et grosse graine qu'une chair de consistance souple enveloppe avec un dégradé de rouge et de jaune piqueté de taches de rousseur qui virent quelquefois vers le noir. Et sa forme ronde lui a permis peut-être de rebondir de terre en terre, de la Chine à la frontière de la Russie, jusqu'à l'Arménie, puis la Grèce, puis l'Afrique, puis l'Arabie, puis l'Amérique. Et le nom garde sur le bout de la langue, avec beaucoup d'amour pour la langue, les syllabes anciennes de ses anciens abris. Procoquion, praikokion, albarcoc, albaricoc, albercoc, obercot, apricot, abricot, apricos, albercoca, apricota. Devant moi se tenait le fruit d'une longue émigration.